Dernièrement, je me suis intéressée au documentaire My Truth, réalisé par Corey Feldman, le même qui n'a eu de cesse de dénoncer ce qu'il se passe dans les coulisses d'Hollywood. Cet ex-enfant star avait déclaré en substance on était entouré de mauvaises personnes, on va dire. Elles étaient littéralement tout autour de nous, et pour avoir eu la bravoure de dénoncer les choses avec acharnement, j'ai toujours eu une certaine forme d'admiration pour lui. Sans surprise, j'ai binché le sujet concernant son documentaire que j'avais complètement oublié, ça m'est revenu à l'esprit récemment, et je dois dire que j'ai été étonnée de pas mal de choses et que mon admiration pour Corey Feldman a quelque peu fondu comme neige au soleil. Sachez que ce sujet n'était pas prévu, mais je me devais de vous partager ce que j'ai découvert parce que j'aimerais avoir votre avis. Au début, j'ai culpabilisé d'avoir entre guillemets retourné ma veste sur l'estime que je lui portais, mais plus du tout une fois que j'ai appris ce que j'ai découvert et je me devais de porter à votre connaissance ces nouveaux éléments et j'ai été surprise de constater qu'aux États-Unis, tout ce que je m'apprête à vous dire, c'est vraiment de notoriété publique. Et donc, sachez qu'aujourd'hui, et c'est l'objet de cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur la dynamique entre ces deux ex-enfants stars, à savoir Corey Haim et Corey Feldman, que vous connaissez sûrement. Pour le reste, je vous laisse aller voir la vidéo épinglée en barre de commentaires. Je ne vous en dis pas plus, découvrez aujourd'hui la sombre réalité derrière l'amitié entre les deux Corey. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Est-ce vraiment nécessaire qu'on revienne sur les vies des deux Corey ? J'imagine que oui, mais j'imagine aussi que vous devez déjà les connaître un peu, alors on va en parler mais assez rapidement. Les deux Corey sont des enfants stars des années 80. Ils ont bercé la jeunesse des enfants et ados de l'époque. Commençons par Corey Haim. Corey Haim est né à Toronto en décembre 71. Il avait été inscrit par sa mère à des cours de théâtre alors qu'il n'avait que 8 ans. Mais à cet âge, ce qui le passionne, c'est le hockey sur glace ou collectionner les comics et absolument pas la comédie. Et c'est en réalité pour soigner sa grande timidité que sa mère l'a forcé à faire du théâtre. Donc, être sous les feux des projecteurs pour un enfant timide, on peut imaginer que ça ne devait pas être facile. Et à cette époque, la comédie, c'est plutôt le truc de sa sœur, sa grande sœur, qui elle a toujours rêvé de devenir actrice. Elle n'a de cesse de faire des castings. Alors un jour, la mère de Corey a l'idée de le ramener à une audition de sa grande sœur pour qu'il voit un peu ce que c'est comme exercice. Et devinez quoi, sa sœur ne sera pas retenue, mais le petit Corey, assis dans son coin, à trouver le temps long, va lui taper dans l'œil des producteurs. Voilà Corey lancé malgré lui dans le métier. En 1982, il joue dans la série éducative canadienne Paul et les jumeaux, il est alors âgé de 10 ans. 2 ans plus tard, c'est Hollywood qui lui fait les yeux doux. Il va apparaître dans le thriller Firstborn aux côtés de Sarah Jessica Parker et Robert Downey Jr. Puis c'est l'enchaînement. Il apparaît rien qu'en 1985 dans Secret Admirer, puis Murphy's Romance, puis Silver Bullet. Silver Bullet, sachez que c'est l'adaptation attendue d'un roman de Stephen King. Il va y jouer le rôle d'un enfant paraplégique et là c'est la consécration. Ses qualités d'acteur sont alors reconnues par ses pairs. Puis il gagnera un Young Artist Award pour son rôle dans le téléfilm A Time to Live. Corey n'a même pas 14 ans que le voilà déjà au sommet de son art. Et le revers de la médaille, c'est qu'il est déjà tombé dans nombre d'addictions. Il avait commencé par les herbes de Provence, puis la poudre, etc., etc. Et autre revers de la médaille, il a dû déménager à Hollywood et ses parents, qui s'étaient séparés depuis un moment, s'en mettaient plein les fouilles. Ils siphonnaient allègrement son argent. Corey vit pourtant à cette époque dans un taudis, il dort sur le canapé du salon pendant que son père vit sa best life. Et même si sa mère est loin, elle n'oublie pas elle aussi de se servir sur son compte. Mais Corey a la naïveté de son jeune âge, il ne prête aucune attention à ses histoires d'argent, il ne réalisera les choses que plus tard. À ce moment, il a la tête ailleurs, le succès est grisant, il est invité à toutes les fêtes du showbiz, les propositions de tournage ne cessent d'affluer. En 1986, il joue dans le film à succès Lucas aux côtés de Winona Ryder et Charlie Sheen.
Il sera nommé au Young Artist Award et même s'il ne rafle pas le prix, la presse et les critiques chantent ses louanges. Et c'est l'année suivante, après avoir joué dans la série Roomies, que sa route va croiser celle d'un autre enfant star, le fameux Corey Feldman. Les deux sont alors réunis au détour du film The Lost Boy, un film qui connaîtra énormément de succès. C'est un film de vampires qui tourne autour d'une bande d'ados. La presse les surnomme alors les deux Corey. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux ont pas mal de points communs. On va maintenant parler de Corey Feldman. Il est lui aussi né en 1971. Il ne savait même pas encore écrire qu'il avait été jeté sur les plateaux télé par sa mère, devenue sa manager. Quant à son père, musicien, il laissera tomber sa carrière pour lancer une boîte de jeunes talents. D'ailleurs, les deux vont également allègrement se servir dans les contes de Corey, qui finira d'ailleurs, on le verra plus tard, par demander son émancipation à l'âge de 15 ans. Après être apparu dans nombre de spots télé et téléfilms, c'est en 1984 que sa carrière va connaître un tournant. Il a alors 13 ans, il se fait alors remarquer et rejoint la même année le casting de Vendredi 13, chapitre final. L'année suivante, il reprend son rôle pour la suite, Vendredi 13, une nouvelle terreur. Et puis après, il va littéralement enchaîner les succès, jouant dans le film par exemple ô combien générationnel Les Goonies de Steven Spielberg. Puis il va jouer dans le fantastique Stand By Me aux côtés de River Phoenix. Le voilà qui fréquente tout le gratin, sans ses succubes de parents mangeurs d'argent puisqu'il est désormais émancipé. Et donc c'est comme je vous le disais l'année précédente, alors que lui est âgé de 14 ans et que Corey Haim est âgé de 13 ans, que les deux se rencontrent. Et voici comment s'est passé leur premier contact. Et je trouve que ça en dit long sur la dynamique qu'il y a entre les deux. Apprenant que Corey Feldman allait jouer avec lui dans le film de vampire The Lost Boys, Corey Haim a décidé de prendre les devants et de passer un petit coup de fil à Corey Feldman. Il est tout content et il lui dit en substance « Hey, trop bien, on m'a dit qu'on allait jouer ensemble, est-ce que ça te dit de faire connaissance avant le tournage ?» Et à ce moment, Corey Feldman se dit « Mais c'est qui ce guignol ?» Il appelle alors son manager qui lui dit « Mais enfin, c'est Corey, il est dans tous les magazines. » Et Corey Feldman, il percute pas tout de suite. Il se dit « Mais Corey, c'est moi ?» Alors il s'en va feuilleter plusieurs magazines s'attendant à voir sa tête, mais c'est celle de Corey Haim qui apparaît partout. Et retenez bien cette anecdote. Bref, les deux vont commencer à se fréquenter, ils vont se fréquenter avant, pendant et après le tournage de The Lost Boys, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils s'entendent effectivement très bien. Ils sont les hit boys du moment, font la fête avec des Alyssa Milano et autres Drew Barrymore avec qui, pour information, Feldman aura une brève liaison, et tout le reste, bien évidemment, du gratin des ados stars d'Hollywood. Tout le monde les envie, poudre à gogo, herbe de Provence, en veux-tu, en voilà, et celui qui speedrun l'exercice, c'est, il faut le dire, Corey Haim. Mais sont-ils si enviables que ça? En se découvrant davantage, les deux apprendront qu'ils sont l'un comme l'autre tombés dans les filets de différents prédateurs du milieu. Mais c'est tabou, à l'époque on n'en parle pas, personne n'en parle encore vraiment. Et puis ils sont sur l'autoroute du succès, comme on dit, the show must go on. Les deux Corey sont demandés partout tant leur duo cartonne. Entre 1988 et 1989, ils vont jouer dans le carton commercial License to Drive, un film pour ados qui commence par l'obtention du permis de conduire, puis par la perte du permis de conduire, se finissant par un road trip avec la Cadillac de l'un des parents. L'année suivante, en 1989, ils jouent ensemble alors qu'ils sont âgés de 18 ans dans un autre carton commercial, Dream a Little Dream. Ils incarnent Bobby et Dinger, deux ados excentriques et marginaux du lycée. Ils apparaissent la même année dans le clip du titre classé numéro 1 au Billboard américain, Rock On de Michael Damian. Et puis, ça s'essouffle un peu. Corey Haim est devenu notoirement addict. On lui reproche d'avoir une mauvaise influence sur la jeunesse. Ses apparitions, disons un peu trop joyeuses, ne leurrent personne, si bien qu'il finira par en parler ouvertement. Il va annoncer être devenu clean et il va alors faire de la prévention auprès de son jeune public. Puis il rechute, puis il est reclean, alors il l'annonce officiellement, puis il rechute, etc., etc. Mais dans le fond, c'est trop tard. Les studios se sont passé le mot, il est ingérable en tournage, évitez-le à tout prix. En 1990, il réalise une vidéo autopromotionnelle, Corey Haim, Me, Myself and I. Il y parle de sa vie, de ses ambitions,
de son abstinence au détour d'activités sages et familiales, alors qu'en réalité, en coulisses, il est déjà retombé. Et un peu malgré lui, plus que le pauvre, c'est pour l'aider à arrêter les substances que lui sera prescrit, des médocs en veux-tu, en voilà. Et à cette époque, on ne réalise pas vraiment leur dangerosité. Et on les distribuait même comme des bonbons, alors qu'aujourd'hui on connaît leurs ravages. Mais à cette époque, dans la tête de Corey, qui est encore jeune, comme c'était un médecin qui lui prescrivait tout ça, ça pouvait pas être mauvais. Et il va en user et abuser puisqu'il ira jusqu'à 85 comprimés par jour. Entre-temps, il va se lancer dans la musique, sans succès. Il va jouer toujours en 1990 dans Prayer of Roller Boys avec Patricia Arquette, puis dans un jeu vidéo pour la Mega CD, le jeu Double Switch. C'est la suite du jeu dans lequel était apparu, souvenez-vous, peu de temps avant, Dana Plato. Il réalise plusieurs directs to DVD, joue dans plusieurs directs to DVD, va même jouer dans le direct to DVD de son ami Feldman qui le renverra rapidement tant il est ingérable en tournage. Et physiquement, il se transforme, sans compter que sa réputation continue encore et toujours de le précéder. Et en 1997, c'est la déchéance totale puisqu'il doit se déclarer en faillite. Alors merci la dope, mais mention spéciale à ses charognards de parents. Quant à Feldman, en 1990, il fera la voix off de Donatello dans Tortue Ninja, Les Chevaliers d'Écaille, et puis, plus rien. Et oui, concernant Corey Haim, si son comportement était très préjudiciable à sa carrière, il a, pendant un certain temps, continué d'intéresser les professionnels. C'est-à-dire qu'il avait en quelque sorte réussi son passage à l'âge adulte. Il avait un physique, un jeu d'acteur qui plaisait. Mais c'était pas le cas de Feldman. Lui n'a tout simplement plus intéressé les producteurs. Voilà, sûrement, comme énormément d'enfants acteurs, il a grandi, c'était bien avant, mais maintenant, au revoir. Et tout comme Haim, Feldman va régulièrement faire la une de la presse à scandale à cause de ses arrestations pour possession de farine, par exemple, ou encore sa liaison avec Amber Lynn, une actrice olé olé, son mariage catastrophique avec Vanessa Marcil. Bref, c'est pas mieux et on a connu mieux en termes de publicité. Il ne tournera plus que dans des nanars les 15 années suivantes, à l'exception de la suite de Dream a Little Dream où il reverra Haim en 1994. Et en sachant que l'année précédente, ils avaient tourné dans un film un peu olé olé, Belle et dangereuse, où il partageait la vedette avec la fiancée de l'époque de Haim, la sublime Nicole Eggert d'Alerte à Malibu. Ce film était censé marquer le tournant entre leur carrière d'enfant star et d'adulte, mais voilà, ça n'a pas pris. Puis, en 2001, les deux Corées sont les sujets d'un reportage racoleur de True Hollywood Story. Il y a plusieurs autres enfants stars dans le reportage. Tous parlent des difficultés qu'ils ont rencontrées dans le milieu du showbiz à différents niveaux. Et il est vrai que Haim, 30 ans à cette époque, va se distinguer des autres par son état. Disons que face caméra, il n'est pas dans son état normal. L'épisode fait alors les unes des Press People. Hey, regardez-le, quel dommage. Lui qui avait si bien commencé, il est alors trop tard pour les regrets. Haim vient consolider dans l'esprit des Américains qu'il est et restera un acte. Sans le sou et sans aucune proposition du milieu, il décide d'aller habiter chez son père à Toronto et il dira que c'était là la période la plus sombre de sa vie. C'est là qu'il va littéralement toucher le fond et son père n'a d'autre conseil que de lui dire d'arrêter d'être faible, qu'il faut être faible pour ne pas s'en sortir avec ses addictions. Il le regrettera plus tard. Il expliquera qu'à l'époque, on pensait que se sortir de tout ça, c'était une question de détermination. Il n'y avait pas de sensibilisation à l'époque. Il reconnaîtra donc avoir eu une mauvaise approche à ce moment-là vis-à-vis de son fils et qu'il l'a involontairement enfoncé plus qu'autre chose. Mais il faut aussi dire que ça ne doit pas non plus être facile pour un parent que de devoir gérer un enfant devenu adulte et étant à ce point en difficulté. À ce moment, le papa avait refait sa vie. Il avait des enfants plus jeunes, alors disons que chacun a fait comme il a pu. Puis, en 2004, à l'âge de 33 ans, après avoir quitté Toronto, Corey Haim semble enfin avoir surmonté ses problèmes. Il va déclarer au journal The Sun « Je suis clean, humble et heureux ». Et il ne cachera rien des déboires rencontrés pendant toute cette décennie passée. Voilà donc un peu en résumé ce qu'il s'est passé pour les deux Corées, ce qui nous amène à l'année 2005, l'année qui nous intéresse. Année cruciale. Cette année-là, Corey Feldman a l'idée pour relancer sa carrière de relancer le duo des deux Corées en participant à une télé-réalité. Parce que dans le fond,
à Corey Feldman, il ne lui reste plus que ça. Mais concernant Corey Haim, il venait alors de faire une apparition remarquée dans un film à succès, tant commercial que critique. Une brève apparition, certes, mais il avait bien joué et sa transformation physique évidente ne semblait pas être un frein pour des rôles de marginaux, par exemple. Donc pour lui, à ce moment, rien n'était encore perdu. Il aurait pu avoir une carrière à la Mickey Rourke, c'est-à-dire passer de jeune premier au physique avantageux à acteur qui a de la gueule, qui a du vécu. Haim pouvait encore espérer ça. Cette petite apparition dans ce film avait ravivé l'attention des critiques à son égard. Il avait un boulevard potentiel devant lui, mais Feldman, non. Feldman, qui s'était entre-temps lancé dans la musique, il n'a jamais voulu arrêter de singer Michael Jackson, alors très bien pour lui, mais son style, son image et son passé fait qu'il n'y avait à ce moment plus personne d'intéressé. Et d'ailleurs, j'ai lu un commentaire que j'ai trouvé assez pertinent et qui est vrai. Corey Feldman a toujours l'air d'un mec dont le maquillage a été fait par un croque-mort dans des pompes funèbres. Et je trouve que c'est vrai. Et la comédie, c'est un métier d'image. Bref, donc Feldman veut participer à cette télé-réalité avec en co-vedette Corey Haim. Son meilleur ami, comme il n'avait de cesse de le dire, son âme sœur. Et la raison est simple, seul il n'intéresse personne, mais avec Haim, si. Il propose donc à Haim de se joindre à lui, et Haim se dit que c'est peut-être une bonne idée. Oui, pourquoi pas. Il est alors à la croisée des chemins. Il a du mal à se débarrasser de son image d'acteur difficile à gérer pendant les tournages. Quand bien même il est clean depuis plus d'1 an, il se comporte désormais bien sur les tournages. Donc, il y voit là l'occasion de montrer une bien meilleure image de lui, de rassurer le public et les studios, et aussi de montrer la belle personne qu'il est. Et je pense, sincèrement, que Corey Haim est une belle personne. C'est pour ça qu'à ce jour, le public considère que tout le monde autour de lui, et depuis qu'il est petit, s'est servi de lui. Il ne faut jamais se montrer trop gentil dans ce milieu. Bref, Corey Haim est de la partie, et ça lui fait plaisir de retravailler avec Corey Feldman. Grave erreur. Il va vite se rendre compte sur le tournage qu'on le fait passer pour un tocard. Voilà, les producteurs renvoient une image saine de Feldman. Il est marié, il a un fils, il a une belle maison, il a une vie tranquille, il vit sainement et il dit ne souhaiter qu'une seule chose et plus que tout au monde que son meilleur ami, Corey Haim, le loser célibataire, ado attardé et addict de haut vol, revienne sur le droit chemin. Sauf que Haim est en quelque sorte déjà revenu sur le droit chemin. Il a passé cette étape et pour son image, sa carrière, la dernière chose dont il a besoin, s'il veut avoir une infime chance de revenir dans le circuit, c'est qu'on lui colle cette éternelle image. C'est ce qui fait peur au studio et les producteurs de cette série réalité lui avaient pas vendu ça comme pitch de départ. Qu'il n'ait pas le beau rôle comme Feldman, ça, il s'en moque. Il a l'humilité de reconnaître qu'il est tombé par le passé et puis, une fois de plus, c'est un bon. Donc il voulait bien avoir le rôle de l'éternel adolescent, mais le reste, ça non. Alors le voilà qui arrive en plateau, et voilà comment il est présenté par la production qui fait dire ça à Feldman. Il est venu rester chez nous. Oui, eh bien chérie, tu dois comprendre qu'il avait un problème de drogue. Et il avait un problème de poids. C'était pas quelqu'un de très heureux. Remarquez comme c'est dénigrant. Est-ce que vous aimeriez, vous, qu'on parle à la terre entière, ne serait-ce que de vos complexes, et qu'on vous présente sous cet angle? Et à ce moment, Haim ne sait pas tout ça. La production se joue de lui, et il ne le remarquera qu'avec le temps, au fur et à mesure du tournage. Donc voilà qu'on lui rabâche encore et encore qu'il a des problèmes de farine, et que les médocs finiront par avoir sa peau. Et Haim, il tombe des nues, il comprend pas ce qu'on lui fait. On peut voir à longueur d'épisode Feldman et sa femme lui rabâcher à quel point c'est un tocard et à quel point il a des problèmes. Et on peut voir Haim dire que ça va, c'est bon, non, c'est fini. Et Haim, il est plutôt de bonne volonté. Au début, il le dit gentiment, puis après, il le dit fermement. Il est là, au milieu de 2 hyènes qui tournent en boucle, et il va s'énerver doucement. Et puis un soir, alors qu'il est dans sa caravane, c'est le drame. Le micro de Haim n'est pas éteint, mais il ne tourne pas et le tournage est fini. Il se pensait donc en off et il était en off. Il n'a pas rejoint une télé-réalité d'enfermement où le but est justement d'être filmé H24, non. Là, c'est une télé-réalité qu'on pourrait considérer plus comme une série réalité. En fait, chacun joue un rôle d'acteur, si vous voulez, quand bien même c'est très inspiré de leur vie. Donc, quand il est dans sa caravane, il est censé être, je sais pas, comme un Robert De Niro qui est dans sa caravane entre 2 prises. Sauf que voilà, on l'entend renifler quelque chose. Et au son, il n'y a pas de doute quant à ce qu'il est en train de faire. Go, 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 ou plutôt
bingo, les caméras débarquent, frappent à sa porte, c'est la foudre qui s'abat alors sur lui. Il vient en réalité d'absorber par le nez un demi-comprimé en plus de sa dose journalière que lui avait prescrit son médecin. Et oui, ce n'est pas bien, mais on parle quand même d'un mec qui a 20 ans de problèmes de ce genre derrière lui. Alors oui, on ne fait pas ça, mais par rapport à son vécu, c'est pas grand-chose. Et à ses yeux, aux yeux de quelqu'un qui a 20 ans de problèmes derrière lui, c'était rien. Il réalisait pas les choses, il n'aura de cesse de se confondre en excuses, et il a toujours expliqué la même chose, qu'il était tellement malmené durant ce tournage qu'il a eu besoin de se relaxer, qu'il n'a jamais eu aucun problème de comportement pendant le tournage, ce qui sera d'ailleurs confirmé bien des années plus tard par les membres de l'équipe, ainsi que la femme de Feldman, mais ça on y reviendra plus tard, mais c'est trop tard. Petite parenthèse, cet incident sera diffusé, commenté, répété, amplifié, et ce dans différents épisodes, et ça va tout simplement signer la fin pour Haim. Quel studio peut vouloir d'un acteur qui a une telle réputation? Eh bien, aucun. Et ce qui va choquer Haim, il le vivra comme une trahison extrême, c'est qu'il n'a eu aucun soutien de son ami Feldman. Mais ça encore, les trahisons, il a l'habitude et depuis longtemps. Le milieu du showbiz, c'est un milieu de rats. Pour un peu de gloire, imaginez ce que les gens sont prêts à faire. Donc il a l'habitude. Non, ce qui va le choquer, au-delà d'avoir eu aucun soutien de Feldman, qui semblait plus l'enfoncer qu'autre chose, c'est lorsqu'il apprendra que c'est Feldman qui est derrière tout ça. Puisque devinez qui est l'un des coproducteurs de cette télé-réalité, c'est Feldman. Donc, si Feldman avait été un ami sincère, il aurait pu ne pas parler de cet incident qui va littéralement crucifier la carrière de Haim. Puisque la production, c'est lui. Feldman a produit et réalisé pas moins de 9 épisodes dans cette saison. Et quand Haim s'en apercevra, ça, sans compter tout ce qu'on disait dans son dos pendant les ITV, lorsqu'il réalisera que c'est son propre ami qui était derrière tout ça, forcément ça l'a bouleversé. Imaginez, votre ami a une infime chance de reprendre sa carrière là où il l'avait laissée, est-ce que vous lui auriez fait ça? Mais Feldman, il s'en moque, parce que Feldman est en fait un narcissique autocentré, prêt à tout pour la fame, la lumière et le reste. Regardez par exemple l'affiche promotionnelle de la série. Feldman est présenté légèrement plus grand que Haim, en sachant que l'un est habillé comme un adolescent et l'autre, Feldman, est habillé avec classe. Or, il faut savoir que Haim mesure 1m73, alors que Feldman mesure 1m65. Donc cette affiche, c'est du bidon, et elle ne sert qu'à mettre Feldman en avant, au détriment de qui? De Haim. Et la suite des épisodes, c'est d'une tristesse infinie. Feldman et sa femme ne vont avoir de cesse de rabâcher à Haim ses problèmes. On voit un Haim qui répète encore et encore que c'est bon, ça va, on peut changer de disque, mais il n'y a rien qui marche. Au contraire, il se fera même allègrement insulter par la femme de Feldman, comme si d'ailleurs être en difficulté justifie de se faire insulter de la sorte. Et on peut voir à un autre moment que je trouve très parlant, on peut voir Feldman qui annonce à Haim, avec un suspense vraiment infâme, quand vous saurez la suite. Je vous le dis en substance et dans l'ordre chronologique. Donc Feldman va dire « Et Haim, ils ont annoncé une suite à The Lost Boy. » Donc souvenez-vous, c'est le film de vampire. Alors Haim est heureux, c'est inespéré pour lui, qui n'a qu'une envie, celle de reprendre le chemin des studios. C'est là un bon début, mais Feldman, après que Haim se soit réjoui, va poursuivre. « Ouais, mais tu seras pas dedans. Ton rôle apparaît pas au scénario parce que tu comprends, t'es malade et bla et bla et bla. Mais moi, je suis un bon gars. Parce qu'on me l'a proposé, mais j'ai dit non. J'ai dit si mon pote Haim est pas dans le casting, alors je signe pas. Donc, on voit le pauvre Haim s'effondrer. Voilà, il vient de subir un ascenseur émotionnel. Il se dit qu'on le rejette, encore une fois, et toujours pour la même raison, ses erreurs du passé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si Feldman a dans un premier temps refusé de participer à cette suite, c'est parce qu'il avait estimé qu'il n'apparaissait pas assez dans le scénario. Et il acceptera avec grand plaisir le rôle après une réécriture du scénario où son personnage apparaissait plus souvent. Mais le pompon, c'est pas ça. Je vous le garde pour juste après cette autre anecdote. Donc Feldman a l'idée de filmer une discussion dans un restaurant avec Haim en tête-à-tête et à cœur ouvert, toujours pour l'aider. À ce stade, c'est difficile pour Haim de côtoyer Feldman tant il a compris que ce n'était rien d'autre qu'un vautour, qu'il utilisait leur amitié passée pour se faire du fric et revenir sous les projecteurs. Puisque oui, même si cette télé-réalité vend comme pitch de départ qu'ils sont meilleurs amis, il n'en est rien. Ça fait en réalité belle lurette que les deux ne se côtoient plus, ou du moins plus vraiment. Dans la vie, c'est comme ça. Les amitiés, parfois, elles vont et elles viennent.
Donc à ce stade, ce sont des amis du passé. Et c'est pour la télé-réalité qu'ils se font passer pour les meilleurs amis. Et voilà que pendant cette entrevue au restaurant, bam, sans prévenir, Feldman parle des abus qu'ils ont vécus par le passé. Et bien sûr, Haim, on l'a ni prévenu et on lui a encore moins demandé son avis. Et contrairement à Feldman, Haim n'avait jamais parlé de ça publiquement. Les deux s'étaient certes confiés en privé par le passé, donc lui sait, l'autre sait, ils savent. Mais là, Feldman prend Haim de court sur un sujet ô combien personnel et sensible. Et il va le forcer donc à parler de ça, là, tout de suite, dans ce contexte. Et c'est encore une trahison pour Haim. Et encore une fois sous l'œil des caméras, et là ça enregistre. Et Haim est mal à l'aise. Et s'il n'a jamais parlé de tout ça, c'est son droit. Pourquoi on le out comme ça? Ensuite, il sait qu'il a en face de lui un Judas aux dents longues. Et puis, peut-être aussi qu'il n'a pas envie qu'on monétise sa souffrance d'antan. Et encore moins qu'on le mette au pied du mur. La vache à lait, ça va 2 minutes. Et rétrospectivement, beaucoup ont trouvé ça ignoble qu'on force comme ça une victime à parler. C'est personnel et ce sont des cicatrices qui souvent ne se referment jamais. Donc, Haim va faire barrage. Mais Feldman, au resto, va encore insister. Si, faut qu'on en parle. C'est nécessaire pour ta guérison, tout ça. Et si je fais ça, c'est parce que je t'aime, que je suis ton meilleur pote. Il va même dire à un moment, je cite, « Je tiens à toi plus qu'à ma propre vie. » Imaginez un peu le toupet. Et là, cette mascarade, c'est trop pour Haim. Leur amitié passée a bon dos. Alors il va arrêter de jouer le jeu et avouer qu'il était temps. Il lui dit déjà qu'ils sont pas autant amis qu'il le prétend et qu'il le sait mieux que personne, que leurs rapports ont depuis longtemps changé, que chacun a fait sa vie. Les deux Corées meilleurs amis, c'est du marketing, ni plus ni moins. Alors il lui explique que dire qu'il l'aime plus que sa propre vie, c'est quand même un peu fort de café. Ça va déstabiliser un peu Feldman. Voilà la bonne poire qui se rebiffe. Déjà, à ce stade, Haim subit le tournage, mais il est tenu d'être présent contractuellement sous peine de devoir verser des dommages et intérêts. Et ça, il est terrorisé à l'idée que ça lui arrive parce que ça lui a déjà arrivé par le passé. Et c'est précisément ce qui avait fini de l'achever financièrement. Il avait par le passé caché à la production d'un de ses films ses problèmes. Or, il avait dû être renvoyé après plusieurs semaines tant il était ingérable à cause de ses problèmes sur le tournage. Donc dans ces cas-là, c'est l'assurance qui marche. Or, elle n'avait pas pu marcher puisque Haim avait menti au moment de signer son contrat d'assurance, ce qui avait fait perdre énormément d'argent à la production et la responsabilité lui avait à terme été imputée et à juste titre et il avait été condamné à verser plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc Haim, il sait mieux que personne qu'un engagement contractuel doit être respecté sous peine de grosses sanctions financières. En d'autres circonstances, il se serait bien passé d'être à cette table, mais il n'a pas le choix à ce moment. Alors, après avoir essayé de convaincre Feldman de changer de sujet, ne réussissant pas, il va finalement lâcher l'exclu, vu que c'est ce que Judas veut, une exclue, mais une exclue à laquelle Judas ne s'attendait pas et dont il se serait bien passé. Feldman voulait juste qu'il dise que lui aussi, il a vécu les mêmes choses que lui lorsqu'il était plus jeune, mais sans dire de nom comme lui l'avait fait, ni même de détails. Il ne s'attendait pas à ce que Haim aille plus loin. Et Haim, il va le gratiner. Il va lui dire, en substance, « Désolé, je n'ai pas les droits des images, donc je vais vous le dire avec mes mots. » En gros, il va lui dire, tu veux qu'on parle de ça? Tu veux vraiment qu'on parle de ça? Oui, j'ai été une victime. Oui, c'est vrai, et oui, on en a déjà parlé. Mais qui a mis cet homme sur mon chemin? Qui? Et là, silence de Feldman et gêne perceptible. Haim poursuit. C'est toi. C'est toi qui m'as présenté à ton ami et t'étais là quand il m'a fait ce qu'il m'a fait pour la première fois. Et tu savais qu'il a continué pendant 2 ans. Et tu t'en moquais royalement. Et la pause. Sachez qu'à ce moment, aucun nom, on ne sait pas qui est cet homme, n'avait été révélé. Et on apprendra que bien des années plus tard, dans le fameux documentaire de Feldman, qu'alors que Haim avait 13 ans, Feldman lui avait présenté son coloc de l'époque. À cette époque, Feldman avait 14 ans, il n'était pas encore légalement émancipé, mais il partageait déjà son appartement avec un autre acteur, en l'occurrence un acteur de seconde zone qui était son ami, un certain Dominique Bratsia, âgé de 42 ans. Et pour sa défense, Feldman dira dans son documentaire, sorti 15 ans plus tard, en 2020,
que c'est parce que Dominique n'arrêtait pas de lui parler de Haim. « Oh, qu'il est beau, je l'adore, s'il te plaît, présente-le-moi, je l'adore », que pour avoir la paix, il avait fini par le lui présenter lors d'une soirée. Et c'est lors de cette soirée que Dominique a profité de l'état de Haim pour, vous connaissez la suite. Et il continuera pendant 2 ans. Et ça, Feldman le savait. Et en plus de s'en moquer, c'est lui qui le mettait dans les pattes du pauvre Haim tous les 4 matins et à la moindre occasion. Ouch. Avouez que là, Haim a touché là où ça fait mal. Donc reprenons avec la scène du restaurant. Voilà Feldman, le grand justicier, mis en porte-à-faux. Et qu'est-ce? Il a bafouillé. Donc Haim l'a averti, il lui a dit en gros, ça tu le savais, donc t'es pas propre, mon gars. T'es pas qu'une victime, quoi. Et maintenant tu me lâches. Donc Feldman a juste eu le temps de faire son numéro de mec surpris que dans les autres épisodes. Voilà qu'il va continuer plus que jamais sa campagne de dénigrement à l'encontre de son meilleur ami, celui qu'il aime plus que sa vie. La production va même recruter une psychologue qui va aller dans leur sens. Voilà, c'est pas une psychologue, c'est une actrice qui est dans la vie psychologue, mais qui n'est là que pour servir le pitch de la production et donc pointer du doigt le pauvre Haim encore et encore. Et donc, alors que le tournage touche à sa fin, voilà que Feldman propose à Haim, qui n'a qu'une seule hâte que ce tournage des enfers se termine, de lui faire une sorte d'intervention, comme disent les Américains, à savoir une grande réunion où ça parlera de ses sempiternels problèmes de cacheton. Mais sachez qu'une intervention, en général, elle est organisée quand la personne est au bout du bout et que c'est presque une question vitale d'être pris en main pour le concerner. Vous voyez, l'intervention, ça arrive au bout du bout. Et puis une intervention, généralement, c'est avec les proches. C'est pas avec Judas et d'autres. Donc Haim va refuser catégoriquement, ça va 2 minutes son cirque, mais Feldman continue face caméra, il lui dit que ce serait pas mal d'inviter d'autres stars qui eux aussi sont passés par là mais qui s'en sont sortis. Voilà donc l'idée de Feldman pour terminer en beauté sa télé-réalité. Et ça, c'est hors de question pour Haim. Il va appeler personne. Et il voit pas en quoi ça pourrait l'aider. Donc là, Feldman lui dit d'accord, ok. Sauf que quelques jours plus tard, voilà Haim qui entre dans une pièce et oh surprise, tout le monde l'attend, c'est là, une intervention. Il y a 2 ou 3 ex-enfants stars, dont Willy, d'Arnold et Willy. Si vous avez regardé notre vidéo sur Dana Plateau, vous savez exactement pourquoi il est là. Et lui aussi avait fait la une des actualités après avoir été arrêté en possession de divers produits. Et son mugshot, vous savez, les photos peu flatteuses qu'on prend de vous lorsque vous êtes arrêté, avait fait la une des presses à scandale. Regardez, c'est le petit Willy. Il m'a dit donc il a mal tourné. Voilà donc le piège qui se referme sur Haim. Et il est en colère, Haim. Il avait dit non. Et là, c'est vraiment le clou du spectacle. Le fameux pompon dont je vous parlais plus tôt. Tout le monde lui hurle que c'est un gamin immature, qu'il refuse de soigner, qu'il refuse de reconnaître que c'est un tox de haut vol, qu'il doit passer par là pour aller de l'avant, que reconnaître ça, c'est avancer. Mais Haim, c'est quelqu'un qui, en plus d'être sensible, est intelligent. Et je pense assez rationnel, et il est conscient des choses. Il sait ce qu'il a traversé par le passé, et il a toujours fait preuve de transparence. Des interventions auraient été légitimes à certains moments de sa vie, mais là non. Alors quand il essaye de partir, de fuir ce cirque, où tout le monde lui hurle dessus comme s'il avait fait quelque chose de mal, voilà l'acteur d'Arnold et Willy, Todd Bridges, alors petite parenthèse qui pour le coup me paraît sincère. Je pense que Todd Bridges ne connaissait pas tous les tenants et les aboutissants, donc les coulisses de cette mascarade. Imaginez le portrait que Feldman a dû brosser auprès de lui concernant Haim. Donc Todd Bridges, ça se voit qu'il veut vraiment aider Haim. Il lui hurle pas dessus comme les autres dans la pièce. Et il semble avoir de l'empathie pour lui. Donc il va l'enlacer, il va lui dire en substance « Je t'inquiète pas, ça va aller, je suis passé par là ». Et Corey Haim, c'est un gentil, il va pas le repousser violemment. Il va juste essayer de se retirer de son étreinte et de quitter la pièce, lui dire que bon, c'est gentil, mais c'est bon, ça va. Et la fin de la saison se termine par Haim qui jette l'éponge sous les hurlements et les insultes de Feldman et sa femme. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que la femme de Feldman fait ici. En termes, je parle de légitimité, on ne comprend pas pourquoi elle a toute cette agressivité envers Haim. Mais on peut penser que si elle est là, c'est un petit peu pour y aller franco, permettant ainsi à Feldman d'y aller mollo, pour qu'il conserve un peu son rôle de bon pote, qui est sincèrement touché. Voilà, on va souvent voir Feldman faire comme s'il était un peu au bout de sa vie, parce que voilà, son ami, il a que des problèmes. Mais donc pour Haim, trop c'est trop, vous voulez du trash, vous voulez du clash, vous voulez que je m'énerve, et bah ok, voilà, c'est fait. Il s'énerve, maintenant, ciao, je me barre, et à jamais. Donc hors contexte, quand on voit quelqu'un hurler, et qu'on lui met une telle étiquette sur le front,
il a forcément le mauvais rôle. Et ces éclats de voix, dans ce contexte, viennent un peu légitimer tout le discours de Feldman. Il me semble même qu'à un moment, Haim prendra Feldman par le col. Et je pense qu'il n'y a rien de plus normal. Pour moins que ça, beaucoup auraient fait pire. Mais voilà, c'est dans la boîte, Feldman a eu ce qu'il voulait et la télé-réalité diffusée l'année suivante, donc projet en 2005, tournage en 2006, diffusion en 2007, connaîtra un franc succès au prix de quoi ? Eh bien, tout de même au prix de son amitié avec Haim, qui s'étant senti trahi et utilisé coupera tout contact avec lui. Mais il y a quand même une mini-justice dans cette histoire. Alors que Feldman avait tout organisé pour se donner le beau rôle, c'est Haim qui va toucher le public. C'est lui et seulement lui qui sera nommé pour un Viewers' Choice Award lors de la 22e cérémonie annuelle des Gemini Awards pour son rôle dans la série. Et oui, Feldman aura beau tout essayer, il ne réussit jamais à sortir de l'ombre de Haim. Super, le lot de consolation en attendant Haim passe une fois de plus pour le malade de service aux yeux de la population qui a pitié de lui. Voilà donc comment Feldman a anéanti les derniers espoirs de carrière de Haim. Et le pauvre sera si désespéré que l'année suivante, le 7 février 2008, il paiera un encart publicitaire dans le magazine Variety, disant, je cite, « Ce n'est pas une blague, je suis de retour, je suis prêt à travailler, je suis prêt à m'amender. » Mais c'est trop tard, plus personne ne veut de lui, à l'exception de Feldman, qui revient comme une fleur pour lui proposer de tourner la saison 2 de The Two Corey. Imaginez l'audace. Et encore, ça c'est rien à côté de ce qu'il fera plus tard. Haim en reste bouche bée, qu'il la fasse sa saison 2 mais qu'il l'oublie, hors de question, jamais de la vie. Le pauvre Haim est alors ruiné. Pour subvenir à ses besoins, il en sera réduit à vendre des mèches de cheveux ainsi qu'une dent. Mais c'est déjà le clap de fin pour lui puisque l'année suivante, soit 3 ans après la diffusion de cette télé-réalité minable, il va mourir. Nous sommes alors le 2 mars 2010, il est alors âgé de 38 ans et habite chez sa mère, à Burbank. Ce jour-là, il ressent une vive douleur au cœur, tombe à genoux et s'effondre. Sa mère le retrouvera sans vie, allongé par terre. Elle va contacter le 911 en pleurs. Elle explique que son fils ne respire plus. La nouvelle fera la une des journaux et avant même le compte rendu du médecin, nombre de médias vont annoncer une mort par overdose, alors que la réalité est tout autre. Haim a succombé à une pneumonie couplée à une hypertrophie du cœur. C'est donc son cœur qui a lâché, et c'est triste, on lui a brisé tant de fois le cœur ces dernières années, et c'est justement lui qui lâche. Le médecin indiquera que ce sont ces longues années d'abus qui ont lentement abîmé son corps et eu raison de lui. Et bien que clean, à ce moment, les dégâts étaient déjà faits. Le pauvre avait en réalité scellé son destin, doucement mais sûrement, et ce depuis son adolescence. La famille va organiser des obsèques privées, mais n'ayant pas assez d'argent, ils demanderont l'aide du public. Ils seront nombreux à participer à la cagnotte, le site sur lequel il avait, par désespoir, vendu quelques mèches de cheveux ainsi que sa dent, participera également. Et comme il manquait encore de l'argent, eh bien ce sont les pompes funèbres organisant les obsèques qui offriront certaines prestations. 200 personnes seront conviées aux funérailles. Et devinez qui va, avec grand cœur et générosité, appeler la mère de Haim, dans ce moment ô combien difficile, Feldman. Et pourquoi ? Eh bien pour lui proposer de filmer les obsèques pour la saison 2 de The Two Corey. Infâme jusqu'au bout. Hors de question pour la mère. D'ailleurs, tous savent dans la famille la manière dont il a trahi Haim, alors qu'il les laisse tranquilles. Et elle va également lui dire d'arrêter de parler de son fils dans les médias. Parce que Feldman, lui, il monnaie autant que faire se peut ce qu'il a vécu dans le passé. La cérémonie ne sera pas filmée. Quelques fans feront tout de même le déplacement pour être proche de celui qui était auparavant leur idole, pour être physiquement proche de lui, faute de pouvoir assister aux obsèques. Bien sûr, un hélicoptère survolera les lieux pour tenter de capturer les funérailles en images. Et puis la suite des événements, elle sera tout aussi abjecte. Corey Haim va tout sauf reposer en paix. Puisque Feldman, le bon vieux Feldman, a une toute dernière surprise pour lui. Lui qui avait déclaré par voie de presse, au moment de la disparition de son meilleur ami, je cite, « Il s'agit de la perte tragique d'une âme merveilleuse, belle et tourmentée. Il sera toujours mon frère, un membre de ma famille et mon meilleur ami. Nous devrions en tirer une leçon et nous pencher sur la façon dont nous traitons les gens pendant qu'ils sont encore de ce monde. » Avouez que ce serait sympa s'il appliquait lui-même ses propres conseils. Donc, bref, comme je vous le disais, après avoir monétisé autant que faire se peut les abus des deux Corée en sortant un livre,
un film en écrivant une chanson et j'imagine entre autres choses, eh bien Feldman va annoncer une grande nouvelle, celle de la création d'un documentaire dans lequel il promet de tout, absolument tout, balancer. Et cette fois, il promet de donner tous les noms. Il en avait lâché un ou deux au compte-gouttes, au détour de quelques plateaux, et moi, qui ne savais pas tout ça, je le voyais un peu comme une sorte de protecteur, quelqu'un de désintéressé, prêt à sacrifier sa carrière et à risquer sa vie pour les plus jeunes. Dans une précédente vidéo traitant sur le sujet, j'avais même un peu érigé en porte-étendard de la cause. Et encore une fois, je l'avais admiré pour ça, mais quand j'ai appris le reste, et même s'il a tout de même eu le mérite de parler de tout ça, je l'ai détesté. Voilà, disons que la forme est bonne et le fond est puant. L'intention derrière tout ça est, je pense, purement mercantile et narcissique, et la seule chose qui a permis à Corey Feldman de rester sur le devant de l'affiche toutes ces années, c'est son passé, ce qu'il a vécu en tant que victime. Donc quand j'ai appris en 2017 que Corey Feldman allait sortir un documentaire, j'étais vraiment heureuse. Et puis j'avais oublié. Et ce n'est qu'en lisant le commentaire d'une abonnée sur le sujet, c'était il y a un petit moment déjà, que j'ai appris que le documentaire était sorti et je l'avais toujours gardé à l'esprit. Et je me suis dit, il faudrait que je pense à le regarder bientôt. Et j'y ai repensé justement il y a peu et je m'étais dit, allons voir le documentaire. C'est donc à ce moment-là, il y a peu, que j'ai appris que Feldman avait lancé une cagnotte pour pouvoir réaliser ce documentaire. Il avait pour objectif de réunir 10 millions de dollars et il a réuni ces 10 millions de dollars. Il a sorti son documentaire 3 ans plus tard, en 2020. Et j'ai cherché des passages sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo en anglais de mecs qui commentaient le documentaire. Je me suis dit cool, voilà, je vais le regarder ici. Et j'ai remarqué qu'ils se moquaient de Feldman. Et j'étais outrée parce que je savais rien de tout ce que je viens de vous dire. Et je m'étais dit, mais on touche pas à Feldman, ils sont cinglés. Donc j'avais regardé qu'un très court extrait. Et pendant ce très court extrait, il parlait de ces 10 millions de dollars en reprenant le fait que Corey Feldman avait expliqué que les serveurs avaient été hackés au moment de la diffusion en streaming de ce documentaire. Diffusion réservée aux donateurs, et ses commentateurs, disaient mais quel crevard ce mec, il avait 10 millions et il n'a pas pu payer une équipe d'informaticiens dignes de ce nom. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh mais ce sont les méchants puissants qui ont volontairement arrêté le streaming. Des personnes mal intentionnées qui veulent absolument que le message de Corey Feldman ne passe pas. Donc j'avais de suite arrêté de regarder cette vidéo. J'en ai regardé une autre et puis j'ai vu quand même quelques passages du documentaire et je me suis dit que la qualité du documentaire ne justifie en rien 10 millions de dollars. C'est un reportage de qualité lambda. Mais j'étais encore trop pro Feldman pour me l'avouer. Alors j'ai cherché d'autres passages et je suis tombée sur des vidéos qui opposaient la famille de Corey Haim à Feldman après la disparition de Haim. Donc j'ai regardé un peu tout en fait. Je suis allée au-delà, si vous voulez, de ce reportage. Et j'ai appris que sa mère, sa sœur, reprochaient à Feldman d'utiliser Haim et à mauvais escient. Et elle n'avait de cesse de le menacer de l'attaquer s'il continuait à parler de leur fils et frère. Et puis j'ai ensuite appris que Corey Haim, dans son reportage, avait dénoncé Charlie Sheen, disant qu'il s'en était pris à Haim sur le tournage de Lucas, chose que Haim n'avait jamais révélée de son vivant. La mère de Haim avait dit que jamais son fils ne lui en avait parlé, alors même qu'ils avaient longuement parlé de tout ce qu'il avait vécu de son vivant. Mais je m'étais dit, ouais, bon, cette femme, elle a quand même siphonné son argent par le passé. Alors, dans le fond, quelle crédibilité lui donner ? Est-elle elle-même si bien intentionnée que ça ? Et certaines vidéos disaient qu'elle avait sûrement été payée par Charlie Sheen pour dire ça. Je m'étais dit, oui, pourquoi pas, ça colle. Quant à la sœur de Haim, elle disait, elle aussi, que c'était faux, qu'ils avaient parlé à cœur ouvert de tout ça et que jamais ils n'avaient parlé de Charlie et que d'ailleurs, elle était elle-même présente sur le tournage de Lucas. Omniprésente même. Ça plus ça faisait qu'elle n'y croyait pas un instant. Bref, je me suis dit, les familles avides d'argent, c'est légion à Hollywood. Elle, pour rappel, elle voulait être actrice. Alors je me suis dit que peut-être qu'elle avait dit ça pour que Charlie Sheen, qui était à ce moment en haut de l'affiche avec sa série avec Ashton Kutcher, pour que Sheen lui donne un rôle. Et une autre vidéo m'a appris que l'ex de Sheen, Denise Richard, qui avait bercé mon adolescence, en avait profité pour l'accuser de consommer des contenus olé olé avec 2 jeunes hommes, ou plutôt des ados. Et là je me suis dit, bingo, j'en étais sûre, Sheen, c'est un gros bip. Il a été impliqué dans nombre d'histoires avec des actrices olé olé, des femmes rémunérées, etc. Donc, les ados, je me suis dit que ça pouvait tout à fait faire partie du package. Sauf que je suis tombée par hasard sur une autre vidéo, pensais que ça parlait du reportage, mais je me suis, sans m'en rendre compte, retrouvée à regarder une vidéo sur la vie des 2 Corey
qui racontait en partie ce que je viens de vous dire. Et dans cette vidéo, il était justement précisé que Denise Richards avait porté ses accusations à l'encontre de Charlie Sheen, pile au moment où elle était dans une bataille judiciaire avec Sheen pour la garde de leurs enfants. Alors, j'ai continué à faire des recherches et c'est là que j'ai découvert que la femme de Feldman, qui avait depuis divorcé, souvenez-vous, celle qui apparaît dans la télé-réalité de To Corey, avait contacté la mère de Haim pour lui dire que, oui, c'est vrai, son fils allait bien pendant le tournage de la télé-réalité et qu'il était gentil, qu'il se comportait bien et qu'il ne méritait pas tout ce qu'il lui avait fait. Elle s'était ainsi repentie et avait avoué à la mère de Corey Haim avoir suivi la trame. Et la trame de cette télé-réalité, c'était celle dont je vous ai parlé. C'était prévu comme ça. Il devait être le dindon de la farce. Et elle a expliqué par la même occasion que le seul désir de son ex, à savoir Feldman, c'était de revenir dans la lumière et de se faire un maximum d'argent. Et qui l'adore, l'argent. Mais à ce stade, j'étais encore un peu perplexe concernant Sheen. Je refusais un petit peu de le voir comme innocent avec son background. Toutes les histoires dans lesquelles il avait été impliqué, je m'étais dit, il a quand même sacrément la gueule de l'emploi. Alors je préfère croire Feldman. Mais j'ai tout de même eu la curiosité de retourner jeter un œil à la vidéo des mecs qui se moquaient de Feldman et je me suis rendu compte qu'au-delà de se moquer, ils dénonçaient des choses. Sous couvert d'humour, ils étaient factuels et dénonçaient les contradictions de Feldman. J'ai donc réalisé que Feldman n'était pas un héros, mais plutôt une sacrée crapule. J'ai appris par exemple qu'il n'avait pas payé les chanteuses de son groupe avec qui il avait travaillé. Le chauffeur de bus de sa tournée avait lui aussi dénoncé son comportement, disant qu'il était méchant, radin, qu'il traitait mal ses chanteuses, bref. Et voici ce que j'ai aussi découvert, et vous allez mieux comprendre quel genre de personnage il est, d'ignoble personnage il est. Déjà, dès le début de son documentaire à 10 millions de dollars, on peut entendre l'enregistrement de l'appel de la mère de Corey Haim, passé au 911 au moment où elle a retrouvé son fils sans vie. Donc, on entend les pleurs de la mère de Haim, pendant que Feldman fait une tête en mode « Waouh, mais qu'est-ce que c'est triste, qu'est-ce que c'est bouleversant, la larme à l'œil ». Mère qui lui avait pour rappel demandé de lâcher la grappe à son fils et de ne plus le citer, que ce soit dans ses interviews ou dans son futur documentaire sous peine de poursuite. Mais Feldman, il s'en bat les bijoux de famille. Donc, il s'est procuré cet audio et l'a tout simplement diffusé. Question. Était-il obligé de divulguer l'audio d'une mère en pleurs qui découvre son fils sans vie, mais qui espère à ce moment-là encore qu'une ambulance vienne le sauver en sachant qu'elle lui avait demandé de ne pas être dans son documentaire et d'arrêter de parler de son fils. Et attendez, ça, c'est l'entrée seulement. Bientôt arrivera le plat et le dessert. Donc, utilisant 10 millions de dollars probablement donnés par nombre de personnes ayant été elles-mêmes victimes par le passé, qui pensaient ainsi servir une cause en contribuant financièrement au projet de Feldman. D'ailleurs, pause. Sachez que des journalistes avaient demandé à Feldman pourquoi il attendait ce documentaire pour enfin citer des noms, parce que pendant qu'il faisait jouer le suspense, un suspense de tout de même 3 ans, les journalistes avaient dit que ces auteurs étaient en train actuellement de continuer à agir en toute impunité, alors pourquoi attendre ? Et à l'époque, j'avais cru Corey Feldman. Il avait dit qu'il risquait sa vie. Je m'étais dit, mais oui, c'est vrai. Et en découvrant de qui il s'agissait dans son documentaire, je me suis dit, tu parles. Ils sont soit tous morts, soit hors service dans le milieu, ou déjà condamnés par la justice pour ce genre de méfaits depuis un moment. À l'exception, bien évidemment, de Charlie Sheen, qui a été la super exclue / buzz de ce fameux documentaire. Donc en vrai, il risquait pas grand-chose, Feldman, en 2020. Donc, dans ce documentaire, comme je vous le disais, financé par des milliers de personnes à hauteur de 10 millions de dollars, Feldman parle avec émotion de la dernière fois où il a croisé Haim. Image à l'appui. Le pauvre Haim, déjà, il n'était pas à son avantage sur ces images, il avait pris du poids, et il avait une coupe raie au milieu et mèche colorée en blond. Vous verrez, ça a son importance. Donc, on peut voir dans l'extrait, alors je sais plus de quand il date, peut-être 1 an ou 2 ans avant la disparition de Haim, on peut voir ce vautour de Feldman se moquer purement et simplement de Haim. Il se moque littéralement de sa coupe de cheveux, de manière totalement gratuite. Et Haim, toujours sympa, il rit jaune. Il fait pas d'esclandre, c'est un bon gars, pourtant il a Judas en face de lui, mais il ne s'emporte pas, il fait juste ha 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 et maintenant c'est bon, barre-toi. Et pendant cette scène assez hallucinante, on peut voir Feldman qui a les yeux rivés vers l'objectif. Donc il se moque de sa coupe de cheveux, sous-entendant qu'elle est immonde, et puis dans son documentaire, il va
débriefer ce passage en mode « Mais waouh, que d'émotion, c'était notre dernier moment ensemble !» Et il va littéralement déformer ce que l'on vient pourtant de voir de nos yeux en osant dire « Depuis, en souvenir de mon meilleur ami, je garde cette mèche. » Et comme le disent les commentateurs de la famille vidéo où ils se moquent de lui, ils disent à la rigueur, raconte tes mensonges, mais montre pas les images. Les images de votre dernière rencontre montrent que tu te moques de lui en mode passif-agressif sous couvert d'humour. Et toi derrière, tu as l'audace de remixer ce qu'on vient tout juste de voir, donc ce que tu nous as montré. Et je continue. Si c'était que ça à la rigueur, mais non, avec Feldman, le pire reste toujours à venir. Donc, après avoir parlé de leur superbe romance qui, à l'entendre, a duré jusqu'au dernier souffle de Haim, il va littéralement souiller la mémoire de Haim. Les mecs, dans la vidéo, disons satirique, font remarquer une chose, et ça m'a brisé le cœur. Quand Corey Feldman parle de ce qu'il a vécu lorsqu'il était enfant, il garde toujours une certaine pudeur. Il va dire par exemple « Cet homme m'a touché la cuisse et puis ça coupe ». On peut voir un fondu en image et notre imagination est censée faire le reste. Mais quand il parle de Haim, alors là, les détails, ça y va. Haim qui n'a jamais rien dit de tout ça de son vivant. Et Feldman va raconter cette anecdote que j'ai trouvée vraiment mais d'une bassesse. Une anecdote qui fait clairement passer Haim, paix à son âme, pour un détraqué. Feldman raconte que quand il a rencontré Haim, c'était un moment où il y avait leurs deux pères. D'ailleurs, il a parlé de ce moment dans le film qu'il a fait concernant Haim et lui. Oui, parce que comme je vous le disais, il a monnayé leur amitié autant que faire se peut, et ce qu'il a vécu lorsqu'il était plus jeune. Autant que faire se peut, donc reportages, films, chansons, etc., etc. Donc, les deux étaient partis à la plage. D'ailleurs, souvenez-vous que Feldman avait eu un seum gargantuesque en feuilletant des magazines quelques jours avant, lorsque Haim lui avait laissé un message pour qu'ils se rencontrent, puisqu'il avait vu la tête de Haim partout dans les magazines et non la sienne. Bref, dans son reportage, il raconte que lorsqu'ils se sont rencontrés, à un moment, Haim aurait sorti sa bistouquette en mode « Allez, c'est cool, viens, on se paluche ». Alors chacun dans son coin, pas l'un et l'autre. Et Feldman aurait dit « Comment ça, de quoi tu parles ?» Haim lui aurait dit « Tu sais, c'est comme ça qu'on fait dans le club des garçons. » Feldman lui aurait répondu « Mais moi j'aime les femmes, on fait pas ça. C'est quoi le club des garçons ?» Et c'est à ce moment que Haim lui aurait parlé d'une sorte d'initiation masculine en mode « Bah ouais, moi aussi j'aime les femmes, et que les femmes, mais c'est, clin d'œil, le club des garçons, celui dont m'a parlé Charlie Sheen. » Et bim, super exclu. Et c'est là que Feldman aurait découvert que Haim avait été bip par Charlie Sheen sur le tournage de Lucas en 1986. Et devinez qui avait auparavant balancé ça dans la presse sans que Feldman n'ait jamais rien confirmé? Brascia. Dominique Brascia, et qui est mort depuis, pour information, en 2018, soit 2 ans avant la sortie du documentaire. Et à cette époque, en 2017, lorsque Brascia avait dénoncé Charlie Sheen comme ayant bip Haim, personne ne savait que c'est de lui que parlaient Haim et Feldman au restaurant, dans la télé-réalité. Donc Brascia avait déclaré en 2017 « Je vais vous lire un article de People Magazine datant de novembre 2017 qui reprenait une interview du National Enquirer, je cite, et écoutez bien, ça vaut le détour. Dans un reportage du National Enquirer publié mercredi, Sheen avait 19 ans lorsqu'il aurait bip Haim, âgé de 13 ans, sur le tournage du film Lucas. Selon l'acteur et ami proche de Corey Haim, Dominique Brascia, je cite, « Haim m'a confié tout ça et il m'a dit qu'après ce qui s'était passé, Sheen était devenu très froid et qu'il l'avait rejeté », a déclaré Dominique Brascia, l'ami de Corey Haim, au National Enquirer. Il m'a dit qu'ils avaient consommé des herbes de Provence et qu'ils avaient eu des relations. Quand Corey a voulu s'amuser à nouveau, Charlie n'était pas intéressé. Imaginez un petit peu. C'est Brascia qui parle au nom de sa victime décédée. Avouez qu'à ce stade, c'est délirant. De son vivant, jamais Corey Haim n'avait parlé de Sheen. Donc je poursuis. Dans le documentaire My Truth, je ne sais qui, probablement un ado-acteur de l'époque, vient confirmer face caméra que Haim, qui était alors un ado de 14-15 ans, ne parlait que de bistouquerie, qu'il était très porté sur la chose. Alors, je ne sais plus qui avait soulevé ce point intéressant, c'est un psychologue qui expliquait que ça, vouloir se
à côté d'un ami. Ça pouvait être considéré comme tout à fait normal, voire même sain, tant qu'il n'y a pas de coercition ou d'adulte, et qu'il ne faut jamais, au grand jamais, culpabiliser les jeunes tant qu'il n'y a pas de coercition. Alors, dans le fond, où est le problème? Il a traumatisé personne, Haim, et qui mérite qu'on balance ça sur soi, sur la place publique? Et qui a le droit de parler en son nom? Qui a le droit de parler en son nom alors qu'il n'est plus là depuis 10 ans et qu'il a manifesté de son vivant le désir de ne pas parler de tout ça? Bref, pour le contexte de ce documentaire, sachez que chaque donateur recevait un billet électronique lui permettant de regarder en avant-première, via Internet, en streaming, le fameux documentaire. Sauf que patatras, la première diffusée en direct et en ligne a dû être interrompue parce que des hackers avaient piraté la diffusion, du moins officiellement. Et si j'ai bien compris, dans le but d'effacer à jamais le reportage. Faire taire le message de Corey Feldman. Et comme il le dira plus tard lui-même, heureusement qu'il en avait fait une copie au préalable, ce qui a permis de sauver le reportage. Alors pause. Heureusement qu'il a fait une copie. Je trouve qu'on nage en plein délire. Même moi, pour mes sujets financés à hauteur de 0 €, alors même que j'y connais rien en informatique, j'ai forcément une copie. Si vous faites un travail important sur l'ordinateur, vous allez forcément faire une copie. Ça coule de source. Et un reportage à 10 millions de $, on n'en fait pas qu'une copie, je pense. On en fait 3, 4, 5. Donc dire, oui, les hackers ont essayé d'eux, mais heureusement j'avais une copie, je comprends pas très bien. Moi, je pense que niveau informatique, Feldman, c'est une quiche. Et ce qu'il dit là, il pense que ça a du sens. Mais quiconque, s'y connaissant juste un peu plus que lui, même pas beaucoup, comme moi par exemple, se rend vite compte à quel point il raconte n'importe quoi. Bref, poursuivons malgré tout son histoire bancale. Il a alors dit qu'il avait quand même arrêté la diffusion en streaming pour empêcher des gens qui n'avaient pas acheté leur billet de regarder le documentaire en live, sinon ça aurait pas été juste vis-à-vis des donateurs qui, eux, avaient payé leur place virtuelle. Et les mecs qui débriefaient le doc en rigolaient, mais à gorge déployée. Alors moi, je m'y connais pas assez, tout de même plus que Feldman, mais ces hommes-là, ces commentateurs, avaient l'air de s'y connaître beaucoup plus, et selon eux, si on te donne 10 millions de $ pour faire un doc et qu'il ressemble à ça, c'est qu'il doit te rester beaucoup d'argent. Et si on te pirate, c'est que t'as payé vraiment le bas, mais le bas de gamme en termes d'équipe informatique. En gros, tu mets le prix, ça va, c'est ok, ça se gère. Surtout qu'il n'y avait pas d'exclus forcément particulière dans ce documentaire, à l'exception de Charlie Sheen. Bref, le documentaire a finalement été diffusé plusieurs fois dans les jours qui ont suivi la première, et parce qu'avec Feldman, c'est toujours plus, il en a profité pour aller encore plus loin. Voilà qu'il apparaît après la diffusion, et qu'il déclare qu'il a dû fuir les États-Unis par crainte pour sa vie et que désormais il se cache. On pouvait lire à l'époque, je cite, « Corey Feldman se cache actuellement à l'extérieur des États-Unis. L'acteur affirme avoir été attaqué par ceux qui tentent de le faire taire depuis la première de son documentaire. Mais il a assuré à ses fans que sa femme et lui se portent bien et qu'ils sont en bonne santé. » Et très franchement, je peux vous donner des documentaires 1000 fois plus incisifs, avec 1000 fois plus de révélations, sortis en ligne, mais plusieurs années plus tôt, et dont la plupart sont d'ailleurs en accès libre, parce qu'ils servent une cause. Donc ma dernière question, et c'est pas la mienne, c'est celle de tout le monde, où est passé l'argent ? En sachant qu'en même temps que son documentaire, il avait sorti une chanson en hommage à son ami de toujours. Je cite un article. Corey Feldman a également eu le temps de partager que son dernier single You're Free, donc Tu es libre, du documentaire My Truth, est diffusé sur les radios en ligne. Il a publié une capture d'écran d'un classement radio indépendant où la chanson se trouvait à la 28e place, ce dont il est plutôt content. Espérons que la chanson de Feldman, qui est un hommage au regretté Corey Haim, bla 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 bla. Et voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'ai d'ailleurs lu un commentaire que j'ai trouvé très pertinent qui disait en substance « Mais c'est à partir du moment où Haim a joué en duo avec Feldman que sa carrière a commencé à péricliter. » Alors oui, les deux ont connu ensemble quelques années de succès, mais c'était surtout des succès commerciaux et non critiques. Or, Haim jouait auparavant dans des films plus sérieux. Des films aux succès commerciaux, mais aussi critiques. C'était ce genre d'acteur. Alors, est-ce que ce serait pas Feldman qui y aurait, d'une certaine manière, porté préjudice ? N'aurait-il pas dû se concentrer davantage sur le genre de film auquel il était habitué, plus qualitatif, plutôt que de s'orienter vers des films commerciaux ? Et associer son image à celle d'un autre enfant star sur le déclin, est-ce que c'était vraiment la bonne idée ?
Bref, cette vidéo, c'est un peu un résumé de ce que j'ai ingurgité pendant une insomnie. Elle n'est pas vraiment travaillée, elle est plutôt spontanée. C'est comme une sorte de cri du cœur, tellement j'ai été outrée par tout ce que j'ai appris sur Feldman. Sachez d'ailleurs que sur le sujet, je vous prépare avec Kelly de la chaîne Criminion by Kelly, un sujet concernant des puissants qui ne coûtera pas 10 millions de dollars, mais qui sera plus, je trouve, décent et pertinent que la bouse de Feldman, qui a dû, au passage, s'en mettre plein les poches. Voilà, c'est un sujet qu'on devait sortir avec Kelly en septembre. Avec ma sœur, on fait rarement de collab, mais c'est comme It's Malice. Il y a de jeunes créateurs qui sont vraiment talentueux et paradoxalement encore confidentiels. Donc, j'avais envie de collaborer avec elle. Alors, promis Kelly, si tu passes par là, je sais, je suis en retard. Mais on sort ça très vite. Et go les amis, vous abonnez à elle, sa chaîne, c'est une pépite. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas comme toujours à liker la vidéo si vous avez apprécié notre travail, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux les YouCrim Sisters, à nous suivre sous forme de podcast. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire les amis.